Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous avons un invité ce matin dans notre émission, c'est Madame Émilienne Pambo-Boissard. René Ruth, tu la connais? Oui, Madame Émilienne Pambo-Boissard est ancienne trésorière générale de la Société nationale de la Croix-Rouge gabonaise. Madame Émilienne est par ailleurs formatrice en renseignement et gestion du risque, intervenant en tant que consultante individuelle auprès du groupe de la Banque mondiale. Elle a fait sortir un livre dont le titre est La passion de servir. Donc l'auteur s'emploie à partager avec le lecteur son parcours dans de grands commis de l'État, pionnière du renseignement douanier en Afrique. Madame Émilienne Pambo-Boissard, bonjour. Bonjour. Le livre dit que vous êtes native de la province du Wellington. Exactement. C'est vrai, je suis native de la province du Wellington, je suis née à Oyem. Vous comprenez ma préoccupation? Oui. Je suis votre regard. D'accord. Exact. Madame Émilienne Pambo-Boissard, La passion de servir, c'est une œuvre que vous avez publiée aux éditions Like, c'est ça? Leach. Ah, d'accord. Ok, bon, j'ai prononcé en anglais. Non, j'ai prononcé en anglais. Yes, voilà. Je me parle pas mal. Et le livre est disponible en vente sur Amazon. Je ne sais pas s'il est disponible dans les librairies au Gabon. Pas encore, mais disponible directement en vente chez moi. D'accord, chez vous personnellement. La passion de servir parle de toute votre carrière à la douane. Exact. Comment vous êtes passionné pour la douane quand d'autres femmes aujourd'hui se passionnent pour le foyer, la beauté et puis le reste? Mais j'ai pas laissé de côté la beauté, je pense. J'ai pas laissé de côté le foyer, puisque je suis épouse et mère. Mais j'ai pu avancer, j'ai pu progresser avec ces trois passions-là. Mais le livre met quand même en avant ma passion côté professionnel, parce que c'est un métier que j'ai choisi et que j'ai exercé pendant 32 années. Et toutes ces années, une partie de ma carrière s'est effectuée au Gabon, 14 années, et 18 années en terre sénégalaise, où j'ai couvert toute la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Ça fait 23 pays pour parler de mon métier, parler du renseignement douanier. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans la douane? On a toujours vu la douane comme une administration où on part quand on veut être riche, quand on va avoir les grosses voitures et puis construire les grosses maisons. En fait, c'est comme ça qu'on a toujours vu la douane. Et vous nous dites, même quand j'ai vu la couverture de votre livre, je me suis dit, j'ai eu tout de suite une autre manière de voir les choses. Justement, il y a quoi de passionnant dans la douane au point où on va faire toute une œuvre? Justement, mon intention, en écrivant ce livre-là, mon intention également était de démystifier, de montrer au commun des mortels que la douane n'est pas ce métier-là que les gens regardent avec mépris et condescendance en regardant uniquement le côté perception des droits. Je dirais même plus en regardant le côté, vous voulez parler des gens qui veulent devenir riches, mais c'est un métier noble. Noble dans ce sens que le douanier est celui qui a pour mission plutôt de protéger l'économie, de protéger la population, de protéger l'environnement, mais de percevoir les droits de douane, les droits et taxes à la frontière pour les besoins de la République, pour les besoins de l'État. Dans certains pays, les recettes douanières représentent, je vais bien parler des pays, je parle bien sûr des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre que j'ai sillonné pendant 18 années. Les droits de douane représentent 40 à 45% du budget général de l'État. C'est vous dire qu'il y a quand même un impact énorme que de bien travailler, que d'en faire de la douane un métier qui est de l'intérêt de la République. On devra enlever, je voudrais que les gens enlèvent justement cette idée du douanier qui n'est que corrompu, qui n'est que celui qui est à la recherche de l'argent. Mais le métier de douane, c'est également comme celui d'être enseignant, également comme celui d'être médecin ou infirmier. Est-ce que c'était difficile pour vous en tant que femme, en fait, d'intégrer la douane? Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque? J'ai intégré la douane, j'ai intégré la douane en 1987,
À l'époque, les choses ont évolué. À l'époque, la loi disait au Gabon ne pouvait aller dans le corps des douanes quand il fallait avoir un diplôme en sciences de gestion, en sciences économiques et en droit. Et sorti de l'université Omar Bongo, vous voyez, on parle des années 86, le choix était large. Lorsqu'on avait une licence, moi j'ai eu une licence sciences économiques, ancien régime, donc 4 ans à l'université Omar Bongo. Le choix était assez large de choisir d'aller soit à la douane, soit aux impôts, soit à l'Institut de finance. Pourquoi pas? Et nous avions des présentations, on nous disait à quoi consiste chacun des métiers. Et moi, j'ai choisi la douane. Il n'y avait pas de difficulté en tant que femme particulièrement. C'est pour ça que j'ai repris la notion de diplôme. Je reconnais ça à mon pays. À cette époque-là, c'est le diplôme qui comptait. C'est le diplôme qui comptait. Et on a accédé au corps des douanes. Ma promotion, nous étions 11. Il y avait 5 filles et 6 garçons, donc assez équilibré. Oui, assez équilibré. Voilà. Vous n'êtes pas limité à la douane, vous êtes allé jusqu'à modifier même des règlements dans certains systèmes qui étaient déjà bien huilés. Comme au Sénégal, vous avez permis l'introduction d'un peu plus grand nombre de femmes dans la douane. Non, il ne s'agit pas d'un grand nombre, il ne s'agit pas de nombre, il s'agit de leur arrivée en douane. Ah, d'accord. Il s'agit de leur arrivée en douane parce que la loi sénégalaise disait, la loi au Sénégal stipulait ne peuvent entrer dans le corps des douanes que les Sénégalais de sexe masculin. C'était la loi. Mais il y a eu des gens, des personnes qui estimaient qu'il était temps de modifier cette loi, d'autant plus que dans d'autres corps, il existait bien. Et ça a été un concours de circonstances. Je dis souvent que le Seigneur m'a utilisé, je crois beaucoup en Dieu, le Seigneur m'a utilisé pour cet objectif-là. Parce qu'il y a eu tout un concours de circonstances où je me suis retrouvée au Sénégal en ce moment-là, où le directeur général des douanes de cette époque avait ce besoin de changer la loi avec le directeur ainsi que le directeur de l'École nationale d'administration qui forme l'élite du Sénégal. Et je suis donc arrivée en tant que douanier accompli, parce que j'avais déjà 14 années de carrière dans la douane gabonaise, où j'avais déjà été chef de service, où j'avais déjà fait plusieurs missions à l'Organisation mondiale des douanes. Et à la demande du Sénégal, via l'Organisation mondiale des douanes, dont mon administration des douanes m'a mis en détachement avec solde, et c'est comme ça que j'arrive au Sénégal. Donc ça a été une opportunité pour le directeur général des douanes de l'époque de dire au peuple sénégalais, à la hiérarchie, à tout le monde, que voilà, si l'Organisation mondiale des douanes nous envoie une femme, c'est que nos femmes sénégalaises aussi peuvent faire de la douane. Donc ainsi, j'ai été utilisée comme un instrument, mais je dis ça positivement. J'ai été mise en lumière, j'ai dû travailler doublement. J'ai dû faire des efforts parce que je ne voulais pas que ça soit juste, qu'on dise juste une femme. Mais il fallait que ça soit une femme valeureuse. Et j'ai voulu vraiment me présenter comme cette femme-là, mais pas trop d'efforts parce que j'avais déjà mon potentiel, j'étais formée et j'avais déjà de l'expérience. Voilà comment ça a changé la vie d'autres femmes en terre sénégalaise. Et quelques années après, la première femme est entrée en douane, la deuxième est entrée. Et au moment où je quitte le Sénégal avec fierté, en 2000, j'avais cette génération de femmes qui étaient devenues des colonels de douane. Il y a eu des moments dangereux dans votre carrière parce que j'ai lu que vous avez participé à des opérations de lutte contre la cocaïne. Quand on voit la cocaïne dans les films, on voit les flingues, les coups de feu, les douaniers qui se couchent. Ça vous est arrivé? Non, il n'y a pas eu de moment dangereux pour moi parce que le travail que je faisais pour traquer les trafiquants de drogue, en fait, était la bonne partie. Je faisais des analyses. D'accord. Moi, je faisais des analyses. Le renseignement dont je parle, c'est une analyse des informations qui arrivent de partout. Mais l'essentiel des informations
consiste aux saisies, c'est-à-dire au rapport des infractions constatées dans les administrations douanières. Et ma position au bureau régional dont vous parlez faisait que nous recevions les informations de toutes les administrations des douanes, de la région OMD, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quand je parle de l'OMD, vous comprenez que je parle de l'Organisation mondiale des douanes qui est divisée en plusieurs régions. Et la nôtre, c'est celle de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui regroupe les États de la CEDEAO et les États de la CEMAC, plus la RDC et le Burundi. Donc, nous recevons au bureau régional de liaison toutes ces informations qui sont introduites dans un gros logiciel qui est mondial, qui est en ligne, et nous faisons des requêtes. Et de ces requêtes, nous pouvons voir les grandes tendances de fraude, les grandes voies que suivent les trafiquants de drogue. Et notre travail consiste donc à faire des rapports. Ce sont ces rapports qui sont renvoyés aux administrations pour mieux contrôler, pour mieux cibler les marchandises qui couvrent, qui cachent la drogue. Parce qu'en général, la drogue, elle n'est pas transportée comme je porte mon sac à main directement. Elle est souvent camouflée dans des marchandises. Nous appelons ça des marchandises de camouflage. Ça peut être de la farine, si c'est la cocaïne. Ça peut être dans des sacs de patates. Ça peut être dans des sacs de riz, ainsi de suite. Donc, en fonction des tendances, des routes, des itinéraires que je détecte dans mes analyses, le douanier qui est sur le terrain va cibler la marchandise qui lui semble délicate par rapport aux informations qu'ils ont reçues du bureau régional, et les saisies vont être faites. Je vous dis que les saisies en ont été faites. Donc les contrôles ont assez évolué aussi pendant des années. Vous vous adaptez aussi en fonction des méthodes aussi de certains trafiquants. Exactement. Mais on les suit. En général, ils sont plus... Ils sont traqués? Ils sont traqués, donc ils sont plus inventifs. Oui. Ils sont plus inventifs, et c'est dans ce sens que l'Organisation mondiale des douanes a eu cette idée de structurer la gestion du renseignement. Parce que le renseignement a toujours existé en matière douanière. Mais le nouveau processus, la nouvelle méthode dont je parle dans le livre, c'est celui qui est vraiment organisé, où la sélection est bien faite, où la technique intervient, parce que je vous parle d'un logiciel, c'est un gros logiciel que nous appelons le Custom Enforcement Network. Donc, cette méthode de travail aide les administrations douanières à mieux traquer ces trafiquants. D'accord. Je suis tombé sur une phrase où vous dites « je m'étais donné certaines règles ». L'une d'elles était de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ma carrière professionnelle souffre le moins possible d'entraves consécutives à des contraintes d'ordre familial ou liées à mes obligations d'épouse. Et je crois que cette façon à moi d'assumer la dimension genre m'a permis de me positionner davantage comme une vraie professionnelle sans pourtant manquer de remplir mes devoirs d'épouse et de mère de famille. Vous avez fait 18 ans à l'étranger, vous remplissez vos devoirs d'épouse comment? Par Internet. Dites-nous. Votre mari était déjà au Sénégal avant. Voilà, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Les dispositions que j'ai prises, l'une des dispositions, effectivement, c'était d'aller retrouver mon mari au Sénégal et mes enfants. D'accord. Parce que mon séjour au Sénégal vient d'une petite histoire qui est toute simple, ça a marché pour moi, mais pour beaucoup de femmes, ça ne marche pas. Lorsque le mari et la femme, les époux, sont tous les deux dans des carrières différentes. Donc, mon mari avait sa carrière à faire. Moi aussi, j'avais ma carrière qui était déjà bien engagée, puisque je vous dis que... Vous avez déjà 14 ans d'expérience. J'avais déjà 14 ans. J'étais déjà chef de service de la valeur à la Direction générale des douanes gabonaises lorsque mon mari a été nommé chef de service des infrastructures à la Direction générale de la SECNA à Dakar. D'accord. À partir de ce moment, donc, un problème se pose à moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mon mari partir avec les enfants et moi, je fais ma carrière au Gabon?
Est-ce que je suis en mesure de laisser ma carrière pour suivre mon mari? Donc, il y a beaucoup de questionnements. Ce sont des questions qui sont posées à toutes les femmes qui ont vécu cette vie avec des maris qui sont dans la diplomatie ou des maris aussi. Hein. Il faut voir les choses des deux côtés. Il y a des maris qui ont eu des épouses qui sont dans la carrière diplomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dans mon cas, pour ne pas aller dans les détails, parce que ça a été assez long, les choses se sont arrangées par la grâce de Dieu, où j'ai pu trouver ce détachement au bureau régional de liaison à Dakar, une opportunité qui s'est offerte à moi et que j'ai saisie. Donc, cette opportunité étant saisie, par la suite, au moment où j'écris ces phrases que vous veniez de lire, j'étais déjà au Sénégal parce qu'on me demande si ce travail qui était prenant en tant qu'analyste du renseignement ne mettait pas en péril, ne pouvait pas mettre en péril ma responsabilité d'épouse et ma responsabilité de mère. Alors, ce que je justifie là, que ce soit au Gabon, que ce soit à Dakar, c'est que nous, les femmes, nous avons, on va dire, plusieurs bras. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. C'est la fin qui justifie les moyens. Mais aujourd'hui, avec ce que je dis dans le livre, je ne me sens pas très malheureuse. Je pense que j'ai pu, avec les moyens que j'avais, la petite intelligence que le Seigneur m'a donnée, j'ai pu mener à bien ces 3 volets importants d'une vie. Hein. Je suis toujours mariée, 32 ans de mariage. J'ai 6 enfants, 7 en gros que j'ai élevés avec mon mari, de moi-même 5, donc qui travaillent, qui ont pu terminer leurs études et qui sont autonomes aujourd'hui. Et j'ai pu terminer ma carrière. Vous parlez de politique. Hein? Quelles sont les motivations profondes de votre engagement politique? À vrai dire, je n'avais pas de motivation particulière tout au début. Cela m'a été quasiment tombé dessus. J'ai entendu mon nom à la radio. Vous avez fait de la politique? Oui. Et je me suis sentie bien en faisant de la politique. Malheureusement, le détachement a fait que j'ai mis un terme. Ça a été un peu mou, on va dire ça. Mais je sentais vraiment ce besoin d'un engagement politique que, dans mon sens, est sociétal. Parce que j'estime que se lancer, faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et être là comme spectateur, et je le dis, les jeunes femmes m'entendent, être là comme spectateur, à bouder au quartier ou à critiquer ou dans les bars, je trouve ça nul. Je me dis, il faut se positionner pour porter sa voix quelque part. Vous avez senti le besoin de proposer des idées? Oui. Ah, d'accord. Vous pensez que nos sociétés sont prêtes pour ça? Pour avoir vraiment respecté des gens qui ont des positions politiques? Je pense qu'il y a une Parce différence. Que la danse qu'on danse ici, je pense qu'il y a une différence entre proposer et prendre en compte. D'accord. Alors, moi, je vais au plus simple. L'idée pour moi était d'être quelque part où je peux faire une proposition, où je peux dire ce que je pense, où je peux voir et dire. Je l'ai fait. Au début, c'était un peu aérien. J'étais à l'université, les débuts, quand j'ai entendu mon nom. Et puis, ça m'a intéressée. J'avais fait un voyage, ça a commencé très tôt, j'étais encore à l'université. J'ai fait un voyage avec le président Bongo en Guinée-Conakry. Il avait demandé que des étudiants viennent. Et par chance, j'ai été choisie. Donc, on a fait ce voyage-là. Certainement, pendant le voyage, j'ai dû, comme ça se fait, il y a toujours quelqu'un qui tient la main, il y a toujours quelqu'un qui vous écoute. Donc, j'ai dû faire une rencontre qui a fait en sorte que mon nom soit proposé pour faire partie du bureau national des jeunes du Parti démocratique gabonais. Donc, nous sommes là en 1984-85. Et donc, j'ai commencé à militer. Je me suis mariée. J'ai commencé à faire les enfants. Il y avait une petite incompatibilité à mon niveau. C'est pourquoi je parlais que c'était un peu mou. Mais je gardais quand même cette position-là, ça m'intéressait. Je me suis relancée à un moment donné où j'ai participé à la conférence nationale qui a eu lieu en 90 en tant que rénovateur.
Et c'était important, c'était intéressant pour moi d'être là. Il faut vivre ça, où les décisions, être assis sur une table, où les décisions, les grandes décisions qui vont conduire une république vont se prendre, ou sont en train de se prendre. Donc, c'est tout à fait riche, c'est tout à fait important, c'est très intéressant, c'est très formateur. Formateur. Pour les jeunes, vous côtoyez des gens qui sont nantis d'expérience, qui savent donner des orientations, vous vous inspirez. Donc, je peux dire que ce genre de rencontre, ce genre d'événement ne laisse pas quand même quelqu'un de sensible intact. Il y a quelque chose qui se transforme quand même, et je peux dire que ça m'a quand même impacté. Après plus de 30 ans de service, y a-t-il des jeunes douaniers qui viennent prendre conseil chez vous? Prendre conseil... Par rapport à votre expérience? Par rapport à mon expérience, je ne dirais pas viennent spécialement prendre conseil, mais je discute beaucoup avec des jeunes. Il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes gens. Quand déjà, au départ, je partais du Sénégal pour certaines formations dans les douanes gabonaises. J'ai beaucoup formé dans la région parce qu'à un moment donné, on fait un travail pendant un temps, après on laisse la main à d'autres. Donc, il y a eu un moment où j'ai fait de l'analyse du renseignement. Après, j'ai passé la main aux jeunes qui étaient déjà formés et je suis passée à la formation. Et donc, j'ai fait la formation, comment faire les requêtes, qu'est-ce que c'est le renseignement, comment il faut le développer, ainsi de suite. J'ai fait ces formations et au Gabon et partout. Donc, du coup, j'ai tout un réseau de jeunes qui écrivent, qui demandent... que ce soit au Gabon, que ce soit dans d'autres pays, j'ai du mal même à me déconnecter de leur réseau parce que je me dis que je dois passer à autre chose 3 ans après que je sois partie à la retraite. Mais effectivement, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes femmes s'inspirent de ma carrière. L'œuvre est disponible à Libreville. Oui. Voilà, comment on peut faire pour la voir? Le livre sera présenté le 1er février. D'accord. À l'Institut français. D'accord. Ce sera un jeudi à 15h30 et l'œuvre sera disponible. D'accord. Donc les gens pourront en acheter. Les gens pourront en acheter. Au prix qui est le prix qui est marqué. C'est 20 000. D'accord. Merci Madame Emilienne Pombo Boita. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Le temps est court, sinon on aurait pris plus de temps pour discuter avec vous, parce qu'en même temps, je regardais aussi à l'intérieur du livre quelque chose, des passages qui m'intéressaient. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.